Un jeune Malien de 22 ans, Mamoudou Gassama, a sauvé la vie à un garçonnet de 4 ans le samedi 27 mai 2018 à rue Max Dormois dans le 18e arrondissement de Paris. Il a escaladé la façade d'un immeuble pour aller sauver ce bébé suspendu dans le vide en 30 secondes. J'ai vu beaucoup de monde en train de crier et des voitures qui klaxonnaient. Je suis montée comme ça et Dieu merci, je l'ai sauvé. J'ai eu peur quand j'ai sauvé l'enfant. Dans le salon, je me suis mis à trembler, je n'arrivais plus à tenir sur mes pieds, j'ai dû m'asseoir, a-t-il expliqué ému. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'enfant s'était retrouvé seul sur le balcon alors que ses parents n'étaient pas chez eux. Après le sauvetage, le jeune homme et le garçonnet ont été conduits à l'hôpital pour des examens de routine. Reçu par le président de la République française Emmanuel Macron ce lundi matin à l'Élysée, Mamoudou Gassama va être régularisé et naturalisé français. Il devrait ensuite intégrer le service civique des sapeurs-pompiers, lui a annoncé le premier citoyen français lors de leur entretien. Bien avant, il a reçu un diplôme d'honneur et une médaille. Parti du Mali en 2013, Gassama passe par le Burkina Faso, la Libye, l'Algérie, le Niger et l'Italie avant d'arriver en France en septembre 2017. Il vit chez son frère aîné dans un foyer malien à Montreuil. Le maire de Montreuil promet faire de lui un citoyen d'honneur de sa commune. L'abolition de l'esclavage a été célébrée le jeudi 17 mai 2018 à travers une exposition qui montre la contribution des Noirs à l'histoire de France. C'était la 170e édition. Cette cérémonie a été organisée par l'association La France Noire et la mairie de Joigny. C'est l'hôtel de ville de la commune de Joigny dans l'Yonne qui a abrité cette exposition sur le thème « Les Noirs illustres et leur contribution à l'histoire de France ». Effectivement, les institutions de la République multiplient des activités pour, comme on dit généralement, pour créer du lien. C'est-à-dire, on essaie de dire qu'il faut une certaine cohésion nationale, il faut une certaine... essayer ensemble de vivre, mieux vivre ensemble. Voilà. Mais comment pouvons-nous y arriver? Les bons sentiments ne suffisent pas. Il faut des connaissances. Et nous proposons des connaissances, c'est-à-dire un outil pédagogique qui permet aux uns et aux autres de découvrir l'histoire des Noirs de France. Les Noirs de France ne sont pas des immigrés. Les Français noirs ne sont pas des immigrés. Ils sont issus de deux histoires, de l'esclavage et de la colonisation. Si on apprend ces histoires-là correctement, on les situerait vraiment dans l'histoire de France. Et à partir de là, le rejet de l'autre s'estompera. L'investissement que l'association a fait dans ce travail-là, avec la création de cette exposition itinérante, est un beau projet, très beau projet. Et c'est par le biais de ce travail qui est fait au niveau des collèges que j'ai réussi à défendre une subvention justement pour l'association. Elle n'est pas suffisante à mon goût, mais j'espère qu'on va les aider encore plus l'année prochaine. Et c'est important que chacun d'entre nous connaisse le rôle de l'homme noir dans l'histoire de France. Et donc c'est pour ça que j'aide de tout mon cœur cette association. Je suis moi-même extrêmement sensible à la cause justement de l'abolition de l'esclavage. J'ai 2 enfants adoptés, j'ai travaillé en Afrique, au Niger, et pour développer un complexe scolaire, et je trouve ça magnifique de voir cette exposition qui révèle l'engagement et la qualité de ces hommes qui se sont donnés. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes qui soient aussi mises en exergue, parce qu'il y a vraiment de très belles figures, et c'est toujours un crève-cœur de voir comment les historiens français, l'enseignement français a quelque part occulté le vrai témoignage et cherché à mettre en valeur qu'un témoignage blanc, occidental et racorni, et raccourci. Voilà. J'ai été ravie de participer à cette rencontre pour rappeler à chacun ce qui s'est passé il y a quand même 170 ans, un peu plus de 170 ans. Et quand on voit toute l'exposition,
cela rappelle le passé. Mais moi, j'ai un passé particulier, j'ai un témoignage en lien avec ce que j'ai vu. J'ai eu la surprise agréable parce que je venais d'arriver, j'étais en vacances, et j'ai découvert une stèle qui venait d'être révélée au public. C'était à la Martinique, la première ville de la Martinique, qui révélait le nom des anciens, des esclaves affranchis. Et j'ai retrouvé mon aïeul. En 1848, il avait 40 ans. Il s'appelait Calabert, et un nom d'un coin parce que ce n'est pas son nom. Et il avait juste un numéro, 1758. Et c'est un lourd passé parce qu'on ne connaît toujours pas son identité. Je sais simplement que mes ancêtres viennent du Sénégal, du Bénin, j'en sais rien. Peut-être un test d'ADN nous le dira, peut-être, mais nous restons toujours en quête d'identité. Et je pense qu'on s'en souviendra. La France noire propose une entrée au Panthéon des Noirs illustres par une exposition pédagogique qui vous permet de découvrir des hommes et des femmes qui ont risqué ou perdu leur vie ou leur honneur en s'opposant aux oppresseurs. Dans d'autres cas, leur talent a fait la gloire de la France. Des hommes et des femmes noirs qui sont de grands oubliés de l'histoire de France. Le prince Harry a épousé Meghan Markle le samedi 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, lors d'une cérémonie alliant le faste de la monarchie britannique aux accents de la culture afro-américaine. Meghan Markle, une jeune divorcée de 36 ans, est devenue le premier membre de la famille royale britannique ayant un père blanc et une mère noire, en s'unissant au fils cadet de la princesse Diana, 33 ans, dans la liesse populaire. Ses origines ont marqué la cérémonie, assouplissant la rigidité traditionnelle des mariages royaux, avec parmi les invités une pléiade de stars, dont la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur américain George Clooney ou encore le chanteur pop Elton John. Le sermon a été prononcé par le révérend Michael Curry, premier afro-américain à diriger l'église anglicane au USA. Il a pris des accents enflammés peu habituels dans une cérémonie royale, en vantant le pouvoir de l'amour, citant Martin Luther King, le défenseur des libertés civiques, et faisant référence à l'esclavage. Il y avait plus de 600 invités, parmi lesquels la reine Elisabeth II et la mère de Meghan Markle, Dorian Rogland, descendante d'esclaves des plantations de coton en Géorgie du Sud au USA. Le sermon a été suivi par la version de Benny King de la chanson Stand By Me, entonnée par une chorale gospel. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est en train de prendre ses dispositions en vue des élections présidentielles de 2020. La plus vieille structure politique ivoirienne veut surtout compter sur la mobilisation de ses jeunes militants, et notamment ceux de l'extérieur. C'est dans cette optique que le parti a investi, pour la première fois, un président de la jeunesse du PDCI RDA en France. C'était le samedi 19 mai 2018 à Paris. Et le premier président de la jeunesse PDCI France se nomme Koua Geoffroy, 32 ans. Contrôleur de gestion à Nanterre, Paris, il milite au PDCI depuis 2009. Avec son bureau de 22 membres, ils ont pour mission essentielle d'implanter durablement la JPDCI en France, voire en Europe, en galvanisant les jeunes à adhérer à leur parti, en les mobilisant à travers des tournées, des forums, des débats aussi bien en Côte d'Ivoire, en France qu'à l'international. D'où le thème de cette investiture, la jeunesse face aux défis des élections générales de 2020. Chers officiels, je mesure l'ampleur de la mission qui nous est confiée. Nous prenons l'engagement, ici devant vous, de servir le parti loyalement aux côtés de notre délégué général, M. Yao Basile, pour faire en sorte que notre parti soit plus conquérant dans notre délégation. Vice-président de l'Assemblée nationale, député de Boundiali et parrain de la cérémonie, Doulaye Coulibaly n'a pas manqué d'orienter ses filles par des conseils. Bien avant, il a installé le bureau nouvellement élu. Pour réussir votre mission, vous devez être une jeunesse responsable,
cultivant les valeurs de discipline, de respect, de cohésion et d'entente. Vous devez accomplir votre mission dans la droite ligne du parti, dans la fidélité et la loyauté au président Henri Konan Bédié, qui est notre boussole et notre guide. Le président national de la JPDCI urbaine, Kwasi Valentin, y allait de ses développements et commentaires quant à la vie du PDCI et des échéances électorales de 2020. Le nouveau bureau de la JPDCI a été assisté par le réseau dynamique de la jeunesse du PDCI, dirigé par Yves Niagnoro. Des invités comme Yao Basile, délégué Île-de-France, Georges Aka, secrétaire national FPI France, et Mme Christine Jouan, première adjointe au maire de Boulogne-Billancourt, ont honoré de leur présence cette cérémonie. La Fédération internationale de football association opère depuis le 14 mai 2018 un audit financier à la Fédération ivoirienne de football. La conséquence de la crise aiguë qui oppose depuis 5 mois la FIFA à un groupement de football ivoirien composé de dirigeants, anciens footballeurs et arbitres. Un audit que la FIFA qualifie d'acharnement de la FIFA à son endroit après celui qu'elle a subi au mois d'avril 2018. Pour ce faire, l'instance fédérale ivoirienne a d'abord émis des réserves avant de se décider à déposer une plainte contre la FIFA devant le tribunal arbitral du sport. Pour, selon elle, exposer son incompréhension face à l'attitude du gendarme du football mondial vis-à-vis d'elle. Mais cela n'empêche pas la FIFA de poursuivre son audit qu'elle va terminer le 25 mai 2018. Un audit qui va même s'élargir aux sponsors de la FIFA et à des structures financières qui ont composé avec elle. Une situation que le président de la FIFA, Sidi Diallo, et son équipe dirigeante auraient pu éviter s'ils avaient accepté d'aller à une assemblée générale extraordinaire demandée par les dirigeants du club. Une crise qui met le football ivoirien dans une situation inconfortable. Jusqu'à quand le ballon rond en Côte d'Ivoire va-t-il retrouver la sérénité et préparer dans les meilleures conditions la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle abrite en 2021? Le chef de l'État sortant du Venezuela, Nicolás Maduro, a été déclaré dimanche 20 mai vainqueur de la présidentielle par l'autorité électorale avec près de 68% de suffrages après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote. Ses adversaires, à commencer par l'ex-chaviste Henri Falcón, dénoncent un braquage électoral de la part du parti au pouvoir, le PSUV, et contestent ses résultats. L'élection a toutefois été marquée par un très faible taux de participation. 46% seulement des électeurs se sont déplacés contre 80% en 2013. L'appel au boycott lancé par l'opposition a, semble-t-il, été très suivi. De quoi faire perdre à Nicolás Maduro quelques 2 millions de voix, ce qui ne l'a pas empêché de jubiler devant ses partisans dimanche soir avec le palais présidentiel en toile de fond. Face aux pressions illégales contre notre pays, la démocratie, la paix et la Constitution ont triomphé. Le seul qui puisse décider du futur de la patrie, c'est le peuple vénézuélien, a-t-il lancé.